Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la co-commune et c'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons chaque matin. Aujourd'hui, nous faisons insertion dans le milieu éducatif pour parler tout simplement des répétiteurs de maison. Est-ce que réellement pour nos enfants, ce sont des aides indispensables pour leur réussite? Nos invités vont nous en parler ce matin et n'oubliez pas que vous pouvez toujours participer à ces échanges en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement en nous envoyant vos réactions, vos commentaires ou pourquoi pas vos préoccupations via WhatsApp sur le 55 01 82 91. En deuxième partie de l'émission, nous vous ferons donc le plaisir de les lire et d'en discuter pour pouvoir vous donner plus de détails. Déjà, je suis avec deux invités. Ambroise Kouakanou, bonjour. Oui, bonjour Brunel. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant. Eh bien, peut-être vous connaissez sûrement beaucoup mieux ce monde. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Océane Goyon, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Merci d'être avec nous également. Pardon, vous êtes coach et designer, c'est ça, coach designer. Merci pour votre présence de ce matin. Déjà, essayons de voir un peu ce qui c'est en réalité ce répétiteur-là à qui nous faisons peut-être parfois appel pour aider nos enfants et autres. Le répétiteur, c'est qui, Ambroise Kouakanou? Bon, pour moi, le répétiteur de maison, c'est un enseignant, celui-là qui a pour vocation de remettre l'enfant à un bon niveau. Celui-là qui peut permettre à un apprenant d'avoir des connaissances dans une matière donnée. Soit celui-là, corriger les lacunes que trimballe l'enfant. Peut-être l'enseignant fait son cours en classe, le titulaire de la classe, mais l'apprenant, lui, vous savez, tous les apprenants n'ont pas les mêmes mentalités. Oui. Je prends par exemple, moi, quand j'étais sur les bancs, quand l'enseignant explique, parce que nous étions un nombre donné d'apprenants. Quand l'enseignant explique, moi, je ne comprends pas. Mais c'est arrivé à la maison maintenant, quand le répétiteur, après avoir travaillé avec le répétiteur maintenant, que je me retrouve, je m'acquiert d'autres connaissances dans la matière. Alors, très bien. Océane? Pour moi, le répétiteur, c'est cette personne-là qui aide l'enfant à mieux comprendre les cours. Il le guide et l'aide à quitter d'un niveau d'incompréhension partielle ou totale pour un niveau de compréhension beaucoup plus complet de la notion. Et il n'est pas forcément là pour dire à l'enfant « fais ci, fais ça », exactement du genre. Par exemple, A plus B égale C, ce n'est pas là le rôle du répétiteur, mais il aide l'enfant à découvrir que A plus B égale vraiment. C'est vrai que plusieurs manières, on peut y aller de plusieurs manières. Mais tout à l'heure, vous avez dit que c'est un enseignant. C'est vrai que parfois, on observe quand même peut-être même des étudiants qui donnent des cours de répétition ou encore quelqu'un qui est dans une classe un peu supérieure qui aide l'autre, ou plutôt un frère ou bien encore quelqu'un de son entourage à la maison pour pouvoir peut-être on lui donne un peu d'argent en retour. Ça se passe. Oui, effectivement, ça se passe bien. Vous avez dit un étudiant. Vous savez que le rendement d'un étudiant va différer de quelqu'un qui est dans le domaine. Je prends un enseignant, quelqu'un qui enseigne déjà pour mon enfant. Là, je suis sûr d'avoir un bon résultat. Je suis sûr d'avoir un bon résultat. Vous l'observez aussi? Oui, ça se passe tout le temps. Mais je dirais qu'enseigner un enfant, c'est beaucoup plus une question de passion et de vocation. Un enseignant, un répétiteur n'est pas forcément au-delà du travail avec l'enfant. Il est comme un deuxième parent. L'enfant n'est pas bloqué uniquement parce qu'il ne comprend pas ses cours, mais peut-être parce qu'il y a une situation à la maison qui le rend comme ça, qui le rend si nerveux, qui n'arrive pas réellement à se concentrer sur ses études. L'enfant peut très bien avoir juste un souci de concentration.
Ce répétiteur devra aller un peu au-delà du simple fait de faire comprendre une notion et d'identifier les problèmes que l'enfant a et de résoudre ce problème-là. Maintenant, dans le cadre où c'est un étudiant qui arrive à le faire, peut-être inconsciemment, il peut pouvoir aider cet enfant-là, mais un professionnel saura vraiment comment s'y prendre et comment aider cet enfant à pouvoir surmonter ses problèmes et avoir de meilleurs résultats à l'école. Très bien. Est-ce que vous l'avez déjà exercé ou bien essayé? Oui, je l'ai déjà exercé en tant que répétiteur dans le monde dans le domaine de l'anglais. Et il est arrivé en fait que j'ai eu à suivre un enfant qui est très brillant, mais il n'arrivait pas forcément à avoir de meilleures notes à l'école. Tout ça parce qu'il avait le complexe de la honte, il a peur de faire des erreurs quand il travaille. Mais quand on travaille ensemble, il réagit souvent très bien. Et ça se passe normalement, mais sur ses copies, c'est autre chose. J'ai dû maintenant travailler à ce que cet enfant-là puisse surmonter cette peur-là et puisse maintenant être beaucoup calme quand il travaille et pour pouvoir avoir... Et au fil du temps, ses résultats ont vraiment progressé, il a pu changer. Très bien. Et vous? Je suis aussi quelqu'un en activité. Très bien. Et comment ça se passe? Comme l'a expliqué la collègue, vous savez, il y a des apprenants que nous rencontrons dans des maisons. Par exemple, hier, j'étais allé travailler quelque part. Là. Celui-là, c'est depuis l'année passée, on me l'a confié. Elle trimballait des lacunes, mais le papa n'a pas compris ça le plus tôt possible. Donc, c'est à la dernière minute. Mais laissez-moi vous dire, c'est un enfant qui s'amuse beaucoup. Quand je suis venu, petit à petit, les choses ont changé. Et à la fin, et pendant les vacances, pour la reprise d'une nouvelle année scolaire, le papa m'a appelé, il a dit, monsieur, franchement, je vous remercie. Bon, c'est vrai que les fleurs et les fruits n'ont pas porté la promesse des fleurs. Donc, elle a repris la classe. Vous allez beaucoup nous aider. Une fois encore, j'ai vu que non, vous avez du potentiel. Et là, laissez-moi vous dire, cette année encore, l'enfant a encore recommencé avec les mêmes caprices. erreurs. Or, c'est l'anglais. Bon. Peut-être qu'elle n'est pas aussi intéressée par l'anglais. Bon, en tout cas, nous allons poursuivre nos échanges tout à l'heure. On fait un retour à la région. On revient en plateau pour installer nos deux autres invités sur le plateau. Jacques-Christian Ouensou, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour aux amis de Télébinaire. Vous allez bien? Très bien, merci. Heureux de vous revoir d'ailleurs. Merci, très heureuse également de vous revoir sur notre plateau. Vous êtes consultant en orientation scolaire. Avec vous, nous aurons donc toutes les astuces qu'il faut pour pouvoir mieux indiquer le chemin à suivre pour les enfants en matière donc d'éducation. Et bien entendu, Floricia Coutongodonou, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien, Floricia? Je vais très bien, merci Brunel, j'espère que vous aussi. Très bien également. Vous êtes entrepreneur et vous avez mis en place un groupe de répétiteurs professionnels pour venir en aide aux élèves. Alors, étant donné que je suis avec vous, je reste avec vous pour vous demander en réalité, le répétiteur, pourquoi est-ce qu'on lui fait appel? Merci Madame Brunel pour la question. Le répétiteur, pourquoi est-ce qu'on lui fait appel? Je pense que cette question renvoie d'abord à la signification de ce qu'est le répétiteur en réalité. Alors le répétiteur, il est là pourquoi? Le répétiteur, il fait quoi? Le répétiteur, il est qui? Le répétiteur, c'est cette personne-là à qui on va faire appel lorsqu'on a besoin d'aider un apprenant à mieux faire. Chez nous, au Bénin, généralement, on fait recours au répétiteur dans deux contextes. Le premier, c'est dans le cas de la rémédiation, ou le second, c'est dans le cas d'un certain préceptorat. Rémédiation quand, préceptorat quand.
On va parler de remédiation lorsqu'un enfant rencontre une difficulté de façon ponctuelle dans une matière et le parent a besoin de le pousser, de l'aider à rattraper son retard par rapport à cette matière-là. Et on va parler de préceptorat lorsque le répétiteur est pris pour rester avec l'enfant presque en tout temps, pour l'accompagner dans toutes les matières, pour le motiver, pour l'aider à avoir les clés, les astuces, les méthodologies nécessaires afin de se débrouiller tout seul. Donc voilà un peu dans quelles circonstances est-ce qu'on fait appel à un répétiteur. Et ce que le répétiteur viendra faire, c'est comme le mot le dit, répéter ce qui se fait en classe. Il y a un adage qui dit que la répétition est pédagogique. Et c'est un peu ce que vient faire le répétiteur, accompagner l'enfant à rattraper peut-être ses lacunes, à combler les lacunes qu'il y avait en classe, à rattraper le retard et à vérifier ou faire le suivi par rapport à ses devoirs. Mais je précise que le répétiteur ne remplace pas le suivi que fait les parents d'élèves auprès des enfants. Merci, Madame. Merci. Alors, Jacques-Christian Unso, est-ce qu'il est si important, le répétiteur? Et je dirais tout de suite que le répétiteur, a priori, n'est pas important. Si les parents jouent bien leur rôle, on n'a pas besoin d'un répétiteur. Par contre, dans une société où les parents n'ont pas le temps d'aider l'enfant à appréhender une fois de retour de l'école ce qui a été fait, il faut forcément quelqu'un pour répéter ce qui a été fait avec l'enfant afin que l'enfant puisse cerner et maîtriser les astuces nécessaires pour aller faire un rendu potable. Alors, le répétiteur devient nécessaire lorsque les parents ne sont pas là pour faire leur travail. Très bien. Et bien entendu, beaucoup d'enfants rencontrent des difficultés en classe et autres. Et justement, qu'est-ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille, Océane? Déjà, au premier abord, ce sont ses notes à l'école. Et le parent, quand il joue son rôle, c'est déjà de voir si l'enfant arrive réellement à cerner les notions apprises. C'est lui demander comment ça se passe de temps à autre, même s'il n'a pas le temps de pouvoir accompagner l'enfant, de pouvoir l'aider à mieux comprendre ce qu'il fait. Il peut quand même décerner ce besoin-là et y remédier rapidement en faisant maintenant appel à ce répétiteur-là. Très bien. Les notes, quoi d'autre? Bon, lorsqu'on constate qu'il y a manque de, c'est-à-dire une manque dans une matière, par exemple des lacunes, le résultat n'est pas bon. Ce que l'enfant produit à l'école n'est pas, les parents ne sont pas satisfaits du rendement de l'enfant. Là, on fait recours à un répétiteur. Floricia? Je voudrais compléter qu'on fait aussi recours à un répétiteur lorsque l'enfant a spontanément manifesté le besoin d'en avoir un. Les notes peuvent ne pas forcément attirer l'attention sur les lacunes de l'enfant, quand bien même l'enfant a besoin de répétiteurs. Et les exemples sont légion. Excusez-moi, aujourd'hui, il y a des collèges de la place ou des établissements primaires de la place qui donnent de très bonnes notes aux enfants, pour la plupart privés. Je présente encore une fois mes excuses. Et on se dit, le parent a payé quand même une grosse somme pour inscrire l'enfant dans cette école. Parfois, les professeurs de classe accompagnent un peu plus les enfants lors des évaluations, ce qui ne devrait pas être le cas, ce qui permet d'envoyer un bulletin qui ne reflète pas forcément le niveau de l'apprenant. Et c'est peut-être aux parents, lorsqu'il est un peu avisé, de remarquer que mais mon enfant a un niveau un peu en retard par rapport à sa classe, où l'enfant lui-même peut aussi spontanément dire à son parent, même si le résultat scolaire n'est pas mal, dire « Papa ou maman, je suis en train d'avoir des difficultés en mathématiques. Je sens que je peux faire mieux que ce que je suis en train de faire. » Et c'est dans ces genres de cas-là qu'on peut faire appel aux répétiteurs. Alors, Jacques-Christian Unso, pour vous, comment est-ce qu'il faut choisir le répétiteur? Pour choisir le répétiteur, il faut partir d'abord, comme l'a dit mon co-débatteur, du besoin de l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant qui l'a exprimé? Est-ce que c'est vous qui avez constaté? Ou bien c'est vous-même, en faisant avec l'enfant ce que vous êtes en train de faire, vous avez constaté que vous n'êtes pas à la hauteur? Donc ces trois facteurs-là déterminent votre décision à aller chercher un répétiteur. Et là, vous demandez,
dans quelle matière il faut que je renforce cet enfant-là. Vous trouvez la réponse à cette question, vous cherchez un répétiteur capable de faire d'abord cette matière. Si nous sommes au cours, si l'enfant est au cours primaire, vous voyez que ce n'est pas la même chose qu'au cours secondaire. Au cours secondaire, les matières même se décident et puis on peut dire c'est en mathématiques, c'est dans telle matière ou telle. Par contre, au cours primaire, on cherche quelqu'un qui a au moins le BEPC ou un maître ou un instituteur et on confie son enfant. Mais là, il faut faire attention à ce niveau pour savoir qui est-ce qu'on est en train d'appeler pour accompagner son enfant dans cette répétition. Parfois, on amène certaines personnes qui ne sont pas du tout à la hauteur ou qui ramènent encore les enfants dans un autre décor de l'appréhension des connaissances acquises et les parents se sentent déboussolés alors qu'il y a un répétiteur. C'est pourquoi, de manière technique, nous disons que la répétition doit être d'abord pour un enfant capable de dire exactement ses besoins, donc déjà le collège, la préadolescence ou bien l'adolescence. Sinon, en dessous de ça, il faut aider l'enfant à simplement arriver à la maison, répéter comme le mot le dit, donc le parent peut faire, celui qui est à la maison peut le faire, et non un commis de l'intérieur, de l'extérieur. Il faut un parent, si le parent n'est pas disponible, ou si le parent n'a pas les outils nécessaires pour le faire, le parent peut commettre quelqu'un de l'extérieur. Mais dans le cas où le parent est disponible, c'est toujours le parent qui est nécessaire pour répéter. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans la phase préopératoire ou dans la phase des opérations formelles, il suffit simplement qu'on vous pose la question, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? L'enfant te dit ce qu'il a fait à l'école, sors-moi ton cahier, ça y est, répète, écrit. Et l'enfant exprime son libre arbitre et tout en s'amusant, l'enfant prend le goût des études et de la répétition. Par contre, si vous commettez quelqu'un de l'extérieur dans cette phase d'étude pour votre enfant, l'enfant sera contraint de travailler et de donner un résultat sans pour autant intégrer ce qu'il est en train de faire. Alors, l'apprentissage en ce moment devient un peu contraignant et automatique. Alors que nous devons laisser l'enfant exprimer son libre arbitre, accepter son entourage, aimer ses parents et rentrer dans le processus de la transmission des valeurs en même temps qu'il est en train d'acquérir l'instruction. Très bien. Donc, pour vous, oui. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Mais par contre, je voudrais souligner que lorsque le parent n'a pas les outils nécessaires pour le faire, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont illettrés, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont analphabètes et qui ne pourront pas vraiment apporter ce suivi-là à leurs enfants eux-mêmes. Je pense que même quand on est lettré, quand on est alphabétisé... Non, je vais venir là. Même lorsqu'on est lettré, lorsqu'on vient à l'étape du collège, il y a des matières pour lesquelles on ne peut pas accompagner soi-même son enfant. Il y a beaucoup... L'approche par compétence aujourd'hui qui n'est pas maîtrisée par beaucoup de parents. Il y a beaucoup de nouvelles notions que même les parents les plus avertis, les plus lettrés d'entre nous ne comprennent pas forcément. Et donc là, là vient le problème d'un commis extérieur. Mais je souligne quelque chose que vous avez dit qui est très positif, c'est que même illettré, lorsque l'enfant rentre de l'école, il faudrait que le parent prenne l'habitude de lui demander « Vous avez vu quoi à l'école aujourd'hui? Sors-moi ton cahier ». Même s'il n'est pas en mesure de lire dans le cahier de l'enfant, de l'entendre au moins répéter ce qu'il a écrit dans son cahier. Quitte à ce qu'il le dise de la fausse manière ou de la mauvaise manière. Et là, alors, le répétiteur viendra peut-être pour s'assurer que l'enfant avait bien dit ou avait bien compris ce qui a été dit en classe. Mais là encore, c'est lorsque le besoin se fait ressentir d'avoir un répétiteur extérieur. C'est lorsque l'enfant ne peut pas se débrouiller tout seul. Très bien. Alors, je vous donne la parole tout à l'heure. Oui. La collègue a dit que c'est lorsque le besoin se fait ressentir. Mais on peut aussi prendre un répétiteur pour son enfant, pour maintenir le niveau de l'enfant. Si mon enfant m'amène de bons résultats scolaires, mais je veux qu'il continue comme ça jusqu'à la fin de son cursus scolaire, mais je peux lui prendre un répétiteur. Je voudrais aussi préciser que dans le cas où le parent est illettré ou analphabète,
il n'est pas seul dans la cour, il y a forcément un petit grand frère du quartier, il y a forcément quelqu'un qui puisse quand même porter un œil supérieur à celui de la maman sur ce que l'enfant fait. Et pour renchérir ce que Madame Océane dit, il y a 2 ou 3 ans, on avait un locataire dans notre maison qui était illettrée. Elle vendait, c'était une revendeuse qui ne maîtrisait rien de l'école, mais qui faisait lire ou réciter les cours à sa fille tous les matins avant que celle-ci n'aille à l'école. Et généralement, ça coïncidait avec la période où moi, je balayais la cour. Donc, elle me demandait rapidement, Tata Florie, s'il te plaît, jette un œil sur le cahier de la petite. Et même pendant que tu balayes, assure-toi que bon, ce qu'elle est en train de dire, ça correspond au moins un peu à ce qu'il y a dans son cahier. Donc, même sans avoir forcément le cahier en face, lorsque tu maîtrises un peu, en ayant jeté un coup d'œil, le contenu de ce qui est dedans, lorsque l'enfant est en train de réciter, tu sais plus ou moins si c'est vrai ou si c'est faux. Et si par extraordinaire, il n'y a personne dans cette maison-là, ou il n'y a personne dans le voisinage pour apporter un soutien de façon ponctuelle, c'est que là, il faut avoir le commis extérieur, mais il faut que le parent aussi puisse suivre. Le répétiteur ne remplace pas et ne remplacera jamais les parents d'élèves. Jacques Christian. Merci. Je pense que là où ma co-débattrice a chuté m'intéresse. Le parent ne remplacera jamais le commis extérieur. Tout à fait. Alors, je voudrais que nous refassions le recadrage du débat. La répétition, c'est très bien. Mais pour un enfant en âge, c'est-à-dire de maternelle à 8 ans, 9 ans, a priori, la répétition dont nous parlons est d'abord pour les parents. Soulignons ça d'abord. Parce que pendant cette phase d'apprentissage, il faut non seulement l'instruction, mais également l'éducation. Les deux s'accompagnent. Et l'enfant doit avoir l'affection à côté pour avoir le goût de l'apprentissage. Autrement, après cette phase de développement de l'enfant, l'enfant aura de lacunes dans sa capacité affective et sa capacité psychocognitive. Mais qu'est-ce qui se fait pour remédier à cela? Lorsque les parents sont analphabètes ou autres, il y a les établissements même privés qui ont trouvé l'astuce nécessaire. Après les cours réglementaires, on reprend les enfants et on répète un peu déjà avant de les laisser aux parents. Donc arrivé à la maison, il suffit simplement de refaire les exercices d'application, de faire juste relire le cahier et l'enfant est prêt pour le contrôle du lendemain. Donc, aller commettre quelqu'un de l'extérieur pour venir rentrer dans ce processus d'éducation et d'accompagnement de l'enfant vers l'âge de préadolescence, parfois grisaille. Et si ça commence par être trop, nous retrouvons les séquelles à la préadolescence ou à l'adolescence. Je suis tout à fait d'accord, si je peux déjà répondre. Oui, rapidement. Mon collègue a dit a priori. C'est vrai qu'a priori, le répétiteur n'est pas nécessaire dans cette tranche d'âge-là. Mais aujourd'hui, avec les effectifs pléthoriques que nous avons dans nos lycées et collèges, non. Nous sommes encore au niveau du cours primaire. L'effectif est déjà pléthorique. Le temps de l'enseignant n'est pas élastique. Il a un certain nombre de modules à dérouler avant un certain temps. Il y a un certain rythme des évaluations qu'il doit suivre, un certain nombre de copies qu'il doit suivre. Et les enfants viennent tous avec des particularités différentes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que lorsque moi je demande aux parents de remplir le formulaire de besoin, lorsqu'ils viennent vers nous par exemple, de dire si l'enfant a certaines spécificités qu'ils ont notées eux-mêmes, avant d'aller faire nous-mêmes notre diagnostic. Et donc, lorsqu'on prend en compte tous ces facteurs-là, même dans le cas où l'école reprend les enfants juste après les cours, et là encore, je ne suis pas très d'accord, c'est que les enfants viennent de finir une journée de cours, il faut leur laisser du temps pour se reposer d'abord, avant de reprendre encore la répétition. Donc là encore, il reste à redire. Je suis convaincue que même dans cette tranche-là, de la maternelle jusqu'à l'âge de 8 ans, il faut parfois, pas systématiquement, un répétiteur. C'est lorsque le besoin est là. Très bien. Alors, finalement, il y a que parfois les résultats ne sont pas
forcément au rendez-vous. Je prends un répétiteur, mais après un an, je n'ai pas ce que je veux réellement vis-à-vis de mon enfant. Océane. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, que le répétiteur n'est pas là uniquement pour les résultats académiques. Les problèmes à la maison, les difficultés personnelles de l'enfant peuvent influer sur ses résultats académiques. Et c'est là où il est important de faire appel à un professionnel, parce que quelqu'un qui s'y connaît en la matière peut dire « Ah, essayez de discuter avec cet enfant pour voir qu'est-ce qui est réellement à la base de ses mauvais résultats. » Ça peut être ses parents qui sont peut-être en pleine dispute et ça influe sur l'enfant. Ça peut être le comportement de telle ou telle personne à la maison. Ça peut être son enseignant à l'école qui est trop imposant et à sa vue, elle prend peur et n'arrive pas vraiment à composer. Donc tout ça permet maintenant au répétiteur de savoir comment accompagner l'enfant pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Autrement dit, il sera en train de dire l'enfant est taré, qu'il est ci, qu'il est ça, alors qu'il est vraiment intelligent. Il peut faire, mais il a juste besoin qu'on l'aide à débloquer un petit problème qu'il est en train de rencontrer à un moment T. Ce n'est pas une très bonne idée de prendre un répétiteur dans la même école que fréquente l'enfant. Mais par contre, j'encourage le dialogue et la communication entre le répétiteur, les parents et l'école. Lorsqu'on prend un répétiteur qui est dans la même école que l'enfant, ça renforce encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Donner des notes qui ne reflètent pas forcément le niveau de l'apprenant. Ça, c'est un. Et deuxième chose, c'est écouter et réécouter encore le même son de cloche. Alors que parfois, l'enfant a peut-être envie d'entendre une autre voix, d'entendre un autre. Autrement. Qu'on explique autrement à ce dernier-là. Maintenant, pour répondre à la question, on prend le répétiteur, mais les résultats ne suivent pas. Là, il faut questionner d'abord la compétence du répétiteur. Et lorsque on est une fois sûr et certain de la compétence de ce répétiteur-là, c'est qu'il faut faire, comme l'a dit Océane tout à l'heure, des analyses un peu plus poussées. Les mauvais résultats, ça peut être d'ordre psychologique. Peut-être l'enseignant qui dit à l'école, tu es taré, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Ou même les parents qui parfois disent ce genre de paroles à l'enfant. Ça peut être aussi des brimades ou des agressions que l'enfant subit à l'école, qui font qu'il ne peut pas se concentrer. Ça peut même venir de... Aujourd'hui, on a levé le voile sur ce phénomène-là, qu'est l'harcèlement en milieu scolaire, qui peut venir d'un professeur ou parfois même des camarades qui peuvent déconcentrer l'apprenant. Et c'est là que vient effectivement, comme l'a dit Océane tout à l'heure, le rôle du suivi qui est fait à côté. C'est là que vient le diagnostic qu'il faut poser lorsqu'après un certain temps, le résultat n'a pas forcément suivi, alors que le répétiteur qu'on a pris, on est sûr et certain qu'il a les compétences pour accompagner cet enfant-là. Oui, Océane, vous vouliez rebondir tout à l'heure. Oui. C'était... Ou bien vous revenez, Jacques-Christian. Vous savez, lorsque nous constatons que le résultat n'est pas au rendez-vous avec notre enfant, ça veut dire que nous avons déjà fait un diagnostic, même si c'est primaire. Et dès que nous avons fait ce constat, ce n'est plus le répétiteur qui agit, mais c'est le spécialiste qui agit. Tout à fait. Il faut chercher, il ne faut pas défoncer une porte ouverte. En temps normal, un enfant rend naturellement ce qu'il a reçu. C'est naturel. Mais dès que le résultat ne suit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas précisément? Est-ce à l'école? Est-ce à la maison? Est-ce l'enfant lui-même? Est-ce les parents? Il faut un spécialiste. C'est en cela que nous demandons aux parents, lorsqu'il y a un problème qui se pose, de chercher à rencontrer un spécialiste d'accompagnement de l'enfant. D'abord. Et on va voir si c'est la personnalité de l'enfant qui fait que l'enfant n'appréhende pas ce qu'on lui donne, ou si c'est les influences de l'extérieur. À l'école peut-être, il y a un enfant qui est en train de le dominer et de l'influencer, de l'amener à être timide en classe, ne pas pouvoir parler parce qu'entre-temps, quand il prend la parole, on lui dit attention, si tu dis plus que moi, il faut chercher à parcourir ces paramètres
avant de dire mon enfant ne travaille pas ou si mon enfant travaille. Parce que le rendement de l'enfant, a priori, devrait être naturel. Comme si nous semons quelque chose, nous allons dormir. Hein? Et ça pousse naturellement. Nous l'entretenons en lui apportant ce qu'il faut, de l'eau, de l'engrais, ainsi de suite. Et ceci est très naturel jusqu'à 9 ans. Oui, superment naturel jusqu'à 9 ans. Tout à fait. Mais après 9 ans, il faut commencer par y mettre un peu de coup de main en amenant les spécialistes, les répétiteurs. Les répétiteurs, parce que là, l'enfant est en mesure de dire ce que ce monsieur est en train de me dire n'est pas conforme à ce que j'attends. Et ça peut alerter le parent pour qu'il puisse intervenir. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Et si je peux compléter un instant, Floricia, oui. Merci. Je voudrais mettre l'accent sur un truc. L'enfant, déjà depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il ne commence la maternelle, l'enseignement ne commence pas quand il vient au CI. L'enfant doit être suivi depuis qu'il est né. Même le fait de lire à l'enfant, l'habituer au fait d'aimer ce qu'il fait, d'aimer acquérir de nouvelles connaissances, ça ne commence pas au CI. Même à 1 an, vous pouvez lire par moment 5 minutes, pendant 5 minutes, un livre à votre enfant. Donnez le goût de l'apprentissage, donnez le goût de l'excellence en toutes choses. Ça ne commence pas quand l'enfant vient au CI, mais ça commence depuis le bas âge. Et nous faisons souvent l'erreur en maternelle, quand nos enfants sont en maternelle 2. Oh, cet enfant, il s'amuse. Oui. Non, c'est très très grave. Et ça conduit à ces problèmes que nous rencontrons plus tard avec les enfants où ils n'arrivent pas à avoir cet amour-là pour le travail, où ils sont tout le temps dans un cadre où ils veulent chaque fois s'amuser. Donc les parents doivent être vraiment conscients de cela et trouver l'équilibre entre les distractions, mais ramener chaque fois l'enfant à apprendre. En conduisant ce processus-là, on arrivera à un niveau où cet enfant-là puisse être réellement indépendant et qu'on puisse faire appel à un répétiteur pour rehausser son niveau ou pour réellement résoudre une lacune. Très bien. Floricia? Je voulais compléter tout à l'heure en parlant des mauvais résultats. Lorsque vous savez, vous jugez un poisson à sa capacité à monter un arbre, vous allez dire que ce poisson-là, il est nul et qu'il ne sait rien faire. Ceci pour dire qu'il y a certains enfants qui ne sont d'une certaine manière pas faits pour l'école. On peut encore résoudre le problème du cours primaire, mais arrivé à un certain moment, il y a des enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école parce qu'ils sont beaucoup plus doués. Ils sont excellents dans plusieurs autres domaines. Un simple exemple. Nous avons eu l'année dernière un apprenant qui, en classe de 4e, dans un système français, avait beaucoup de mal à s'en sortir. Mais lorsqu'on a reçu cet enfant-là en cabinet pour une autre analyse diagnostique, on a remarqué que l'enfant est très intelligent, mais il n'a pas envie de poursuivre ses études parce qu'il a envie de faire autre chose. Il a envie que sa maman l'envoie en apprentissage dans un autre domaine. Et il était clair, la maman dépensait pour les meilleures écoles, pour les meilleurs répétiteurs, mais l'enfant disait qu'il ne voulait pas. Nous avons même suggéré à ce parent-là, mais faites ce que l'enfant est en train de dire et vous verrez après. Mais la maman était contre le fait. Elle disait qu'il fallait qu'il aille à l'école pour prendre la succession plus tard de son père en entreprise ou quelque chose comme ça. Donc, lorsque l'enfant a des mauvais résultats aussi, il faut analyser. Il peut ne pas être bon à l'école, il peut ne pas être doué à l'école, mais être excellent dans un autre domaine. Et c'est ce domaine-là qu'il faut, avec la complicité de l'enfant, aller découvrir. Voilà. Merci, Floricia. Alors, nous allons suivre quelques citoyens qui nous ont répondu par rapport à la nécessité ou non d'avoir un répétiteur. On les suit et on revient. Moi, je n'ai pas trouvé d'importance à cela. Moi, qu'est-ce que je faisais pour mes enfants quand ils étaient à bas âge? À bas âge, je les occupais. Dès les vacances, je leur donne au moins 1 mois de repos. Et après ça, je leur prends un encadreur qui les encadre pour l'année qui vient.
Après ça, je les laisse, ils évoluent eux-mêmes. C'est comme ça. C'est pas si l'enfant, si c'est bien organisé, l'enfant, il travaille librement. Il faut donner l'aptitude à l'enfant de travailler lui-même, de prendre ses cahiers lui-même. Quand vous ne faites pas ça, vous ne pouvez jamais arriver. L'enfant, déjà, dès qu'il vient à la maison, il sait ce qu'il a à faire. Son emploi du temps est coché quelque part dans la chambre. Je vais voir et chaque fois, je l'observe. Est-ce que c'est ce que tu dois faire demain que tu es en train d'étudier? Donc je vérifie ça pour quelques mois. Après ça, je les laisse. Il faut donner la confiance aux enfants. Il faut les laisser s'autodiscipliner eux-mêmes. Sinon, vous allez prendre des répétiteurs. D'abord, ces répétiteurs, ils arrivent, ils ne font rien. Quand ils deviennent même des complices avec les enfants, et bon, ils ne foutent rien, ils s'en vont, ils signent les cahiers, ils s'en vont. Ils s'en vont. Donc, il faut faire très attention. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'avoir un répétiteur dans ma vie. J'ai resté avec une grande mère. Donc, du coup, je dirais que même j'ai une intelligence qui captive trop les choses. Il suffit simplement que je suis les explications du professeur, c'est fini pour moi. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'avoir un répétiteur. Ça permet à l'enfant d'abord de répéter les leçons à la maison avant d'aller au cours. Mais d'autre part, les enfants ont tendance à dire, bon voilà, comme nous avons un répétiteur à la maison, on n'est plus obligé de suivre les cours. Donc, on se dit, bon voilà, comme le répétiteur est là, il va nous aider à mieux comprendre les cours. Je prends mon exemple. Voilà, quand il était au chemin, il y avait un répétiteur, mais j'ai échoué. J'ai échoué. Je ne savais même pas, il y avait un répétiteur, il venait prendre les leçons chez le maître et arrivé à la maison, il essayait de nous faire répéter, mais au final, ça n'a rien donné. Et c'est quand on n'a pas eu de répétiteur, et c'est maintenant l'effort de nous-mêmes, c'est ça qui a marché. Donc je dirais que bon, pour prendre des répétiteurs pour l'enfant, il faut d'abord prendre l'avis de l'enfant d'abord, avant de faire ça. Sinon, ça peut jouer sur le mental de l'enfant. Lorsque vous faites ça, vous préparez l'enfant aux examens, l'examen qu'il aura passé. Lorsqu'il affronte un concours, il ne pourra jamais s'en sortir. Moi, mes enfants s'en sortent. Lorsqu'il affronte un concours, il va à un concours, il ne réussit jamais. Si vous préparez les enfants comme ça, on les prépare tout juste pour l'examen, tout juste pour le BPC, tout juste pour le bac. On leur donne les nécessaires pour affronter l'examen là. Mais là, dans la vie, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et les parents qui font ça, c'est des parents qui ne viennent pas pratiquement à la maison. C'est pratiquement le soir qu'ils arrivent à la maison. Ils sont très loin de Cotonou et leur maison c'est là-bas. Ils ont tout raison aussi. Hein. Il faut des gens pour s'occuper des enfants. Mais il y a toujours un laisser-aller qui ne profite jamais les personnes, les gens. Et quand il s'agit d'éducation, il faudrait ce qu'on appelle l'accompagnement. Il faudrait que quelqu'un accompagne l'enfant. Et moi, j'ai pas eu de répétiteur, mais moi je pense que c'est très important d'avoir un accompagnateur dans le domaine de l'éducation. Puisque on dit un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Voilà, retour en plateau, un élément réalisé par Nafissatou Hassani Ambroise. Vous avez suivi l'élément, qu'est-ce que vous avez noté? Pour moi, si un parent ne doit pas prendre de répétiteur pour son enfant, ça dépendra de l'apprenant lui-même. Parce que, pour le premier élément, l'intervieweur disait tout à l'heure qu'il a suivi son enfant, il a suivi ses enfants. Et que les enfants eux-mêmes ont établi un guide, c'est-à-dire un emploi du temps eux-mêmes. Donc je pense qu'un apprenant il sait déjà que
à telle heure, à tel moment de la journée, je dois faire telle chose. À tel moment de la journée, je dois faire telle chose. Et là, ça peut l'aider à ne pas avoir des lacunes à l'école. Merci. Je vais souligner un propos du monsieur retraité qui disait « Donner l'aptitude à l'enfant de travailler lui-même ». Le choix d'un répétiteur n'est pas systématique, mais pour répondre à un besoin, c'est ce sur quoi nous sommes en train d'insister. Moi, je me rappelle en terminale, j'avais des professeurs à la maison dans pratiquement toutes les Comment matières. ça se faisait? J'étais en journée au cours, le soir, les répétiteurs étaient souvent là. Samedi, dimanche, j'allais suivre d'autres cours de TD. Et franchement, j'arrivais plus à travailler par moi-même. C'est vrai qu'on fait les cours à l'école et je rentre, on répète, ça s'arrête là. Tellement c'était si stressant que l'histoire-géographie, j'ai jamais pu lire ou réviser mes cours de géographie en terminale. C'était impossible. Moi, j'étais un peu trop stressée. C'est-à-dire, tu finis tes cours à 23h30, tu n'as plus vraiment l'envie de toucher toi-même ton cahier et d'apprendre. Et il disait que le répétiteur, de façon systématique, que l'enfant ne veut plus travailler par lui-même quand on lui prend un répétiteur de façon systématique, c'est-à-dire tu es dans cette salle, je te prends immédiatement un répétiteur. Non, laissez l'enfant aller de lui-même. Laissez l'enfant travailler par lui-même. Et même dans la société plus tard, il pourra prendre des décisions par lui-même. Il pourra faire des choix qui puissent réellement être les siens et non attendre que ce soit forcément quelqu'un qui le guide. Et le répétiteur n'est pas là pour dire à l'enfant fais ci, fais ça. Mais il l'aide à découvrir le bon chemin pour y arriver. Et c'est en ça il accompagne l'enfant à découvrir simplement sa propre foi. Merci. Merci Océane. Floricia? Merci Brunel. J'ai retenu deux choses de l'intervention qu'on a reçues dans les éléments. La première chose, c'est l'organisation et le suivi. Le retraité, il a souligné quelque chose de très important, c'est qu'il faut inculquer déjà depuis le bas âge à l'enfant une certaine organisation. Rédiger son emploi du temps personnel et peut-être le faire aviser par le parent quelque temps avant la rentrée ou réajuster lorsqu'on a l'emploi du temps de l'école. Moi, je me rappelle que notre emploi du temps depuis le cours primaire, je crois depuis la classe de CM1 ou CM2, on avait déjà appris à le faire avec notre père. Et en classe, à partir du collège, c'était dès la première semaine à l'école, lorsqu'on avait reçu l'emploi du temps de l'école, qu'on l'adaptait et l'emploi du temps de chacun était affiché, pas dans notre chambre, mais déjà depuis le salon. C'est que dès que tu rentres à la maison, lorsque tu regardes à ta gauche, c'est que tu vas voir ton emploi du temps, tu sais ce que tu as fait. Et lorsque l'enfant fait cet emploi du temps-là, le parent doit pouvoir suivre ou quelqu'un doit pouvoir suivre dans cette maison-là. Donc, mon père, ce qu'il avait l'habitude de faire, c'était de façon spontanée, sans prévenir, il regardait de telle heure à telle heure, qu'est-ce que cet enfant est en train de faire, est censé faire, et il vient voir. Si ce n'est pas ça que tu es en train de faire, mais là, tu sais que tu as des problèmes. Donc, il faut déjà accompagner l'enfant, c'est vrai, comme le retraité l'a dit, à avoir une certaine organisation et ne pas prendre le répétiteur de façon systématique. Le répétiteur, c'est lorsqu'il y a un besoin. La deuxième chose que j'ai soulignée, c'est lorsqu'on a un répétiteur, les enfants sont amenés à être un peu absentéistes au cours ou à être négligents ou indifférents lorsque le professeur est en train de faire ses cours. Et je pense que là, c'est un problème qu'il y a au niveau de l'apprenant qui peut être résolu avec la complicité, soit du répétiteur ou du parent. Mais là encore, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le répétiteur ne remplace pas le parent, le répétiteur ne remplace pas l'école. Il faut un système de communication bien rodé entre ces trois acteurs-là, et la famille, et l'école, et le répétiteur, pour pouvoir régler ce problème-là. Voilà. Merci. Chacun ça. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord souligner quelque chose. Lorsqu'il y a un problème avéré au niveau de l'apprenant, ce n'est pas le répétiteur qui règle, mais c'est le spécialiste de l'accompagnement scolaire qui règle. Je remercie ceux qui ont parlé parce qu'ils ont dit ce qu'il faut. En réalité, il faut pour un apprenant deux choses essentielles, l'autodiscipline et la confiance. Et c'est pour
lui donner ces deux choses qu'on dit souvent, qu'il faut que les parents rassurent l'enfant afin que l'enfant puisse renforcer son capital confiance pour faciliter non seulement l'intégration, que ce soit à l'école que dans la société, mais également l'acquisition de connaissances nouvelles. Donc, sans la confiance en lui-même, l'enfant ne pourra pas facilement apprendre. C'est pourquoi il est conseillé que ce soit avec ce que l'enfant connaît depuis le bas âge. Mieux, depuis le ventre, parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il faut commencer depuis le bas âge, mais c'est depuis le ventre. Donc, si le parent a commencé ce processus depuis la conception de l'enfant jusqu'aux phases de l'évolution, donc les phases préopératoires, les phases de l'opération formelle et absolue, l'enfant, naturellement, dans une confiance avérée, aura la facilité de s'exprimer. L'autodiscipline. L'autodiscipline part également de l'apprentissage. Comment est-ce que cet enfant, lorsque il est dans la phase de l'expression de son libre arbitre, vous l'amenez à ranger sa chambre, vous l'amenez à faire telle chose à telle heure et à rester quand même dans le temps pour telle ou telle chose, tout ceci participe à l'acquisition des réflexes d'autodiscipline au cours de l'acquisition de savoir, donc au cours de l'instruction de l'enfant. Voilà pourquoi l'éducation et l'instruction sont ensemble et nous insistons sur le fait que jusqu'à la fin des cours primaires, que les parents fassent l'effort de faire ces deux choses ensemble et d'accompagner les enfants. Maintenant, il y a des parents qui ne sont pas disponibles. Oui. Il y a des parents qui courent depuis le matin jusqu'au soir pour chercher ce que l'enfant va manger, ce qui va faire que l'enfant va pouvoir acquérir, comme cela se doit, l'instruction et l'éducation en même temps. Voilà pourquoi ces parents-là peuvent avoir recours aux techniciens pour venir juste répéter, mais il faut suivre. Pour éviter les déviances. Il faut suivre pour éviter les déviances. Très bien. Alors, dans l'élément également, il y a un intervenant qui disait qu'avant de prendre un répétiteur, il faut prendre l'avis de l'enfant aussi pour pouvoir savoir s'il est d'accord. Bon, en tout cas, est-ce qu'il peut être contre le fait de lui prendre un répétiteur s'il n'évolue pas? C'est une question, oui. Aussi. Voilà. Dans mon cas où j'avais systématiquement deux professeurs dans toutes les matières, ce n'était pas forcément parce que j'étais taré, mais c'était une décision de mon père et c'était pratiquement impossible de lui tenir tête et de dire non papa, je ne voulais pas. Mais est-ce que c'était vraiment ce dont j'avais besoin? Mon père n'a pas pris le temps de demander si je veux réellement de répétiteur. Et ça fait un gâchis d'argent. Et l'enfant aussi est handicapé sur un certain plan parce qu'il n'a plus son libre arbitre. Il fait les choses comme un robot. Et puis bon, ça résulte à, j'ai pas envie de réviser mes cours d'histoire, géo, parce que j'ai pas le temps de me reposer. Oui. Il a peut-être de difficultés à cerner une chose. Et c'est pas forcément votre manière d'enseigner qui permet à l'enfant de pouvoir cerner une notion. Il y a plusieurs manières de faire 21 plus 12 égale tel. C'est pas forcément ce que vous avez calqué dans votre tête d'enseignant qui est la meilleure façon. Oui. Le répétiteur ira donc chercher une autre manière de pouvoir enseigner cette notion-là à cet enfant-là pour qu'il puisse cerner beaucoup plus facilement ce qu'il a. Je voudrais surenchérir par rapport à ce que Océane a dit. Les enfants ont des particularités et des spécificités. Et on ne peut pas prendre le répétiteur Kojo qui a fait des merveilles avec Léonce et donner ce même répétiteur-là et se dire qu'il va utiliser cette même méthodologie qu'il utilisait avec Léonce pour être performant avec Chania. Les enfants sont différents et ils ont plusieurs facettes. Et c'est cette facette-là qu'il faudrait comprendre afin de pouvoir les accompagner effectivement. Et comme Océane l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'enfant qui soit taré. Lorsque vous jugez un poisson à sa capacité à monter un arbre, c'est sûr, vous allez dire qu'il est incompétent. Pour répondre maintenant à la question de savoir, est-ce qu'il faut prendre l'avis de l'enfant avant de lui prendre un répétiteur? Je vais répondre simplement en disant, tout ce qui est fait, soi-disant, pour moi, sans moi, est contre moi.
C'est pour dire que lorsqu'il faut prendre un répétiteur pour l'enfant, même lorsque le besoin est là, il faut avoir pas forcément l'avis, mais l'adhésion de l'enfant. Parce que lorsqu'il n'adhère pas à cette idée, lorsque vous ne lui faites pas comprendre que cela va de son intérêt, mais il ne va pas suivre avec le répétiteur. Il ne va pas accompagner, ou il ne va pas aider d'une certaine façon le répétiteur à avoir les objectifs ou à atteindre les objectifs qu'on voudrait qu'ensemble ils atteignent. Donc oui, avoir l'adhésion de l'enfant avant de prendre la décision d'avoir un répétiteur est primordial. Jacques Christian. Merci pour ne pas revenir sur les propos de M. Ambroise. Voilà, je dirais tout simplement que c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure que lorsqu'un enfant a des problèmes, il faut trouver un spécialiste. Parce que c'est par rapport à sa capacité psychocognitive qu'on saura ce qu'il faut lui apporter. Le répétiteur, n'ayant pas ces outils, pourra encore rendre malade l'enfant. Maintenant, est-ce qu'il faut écouter l'apprenant avant de lui prendre de répétiteur? Vous savez, selon le profil du parent que vous avez, il y a des parents autoritaires, des parents démissionnaires, des parents démocratiques et des parents qui accompagnent naturellement. Du coup, des parents permissifs peuvent regarder l'enfant et dire, bon, écoutez, moi j'ai déjà fait, je vais voir comment ça va se passer. Mais dès que l'enfant va venir demander, ils vont le faire. Mais si vous avez un profil autoritaire, vous allez dire, tel que je vois là, je lui donne. Mais si vous avez un profil démocratique, vous allez dire, mon enfant, viens, discutons, allons-y, qu'est-ce qu'il te faut? Et voilà, c'est pourquoi nous conseillons à ce que ceux qui n'ont pas de profil démocratique puissent commencer peut-être par en avoir. Parce que c'est ça qui fait que parfois, dans nos pays, nous avons des enfants qui ont beaucoup de diplômes, mais qui n'ont pas la capacité d'adaptation facile dans la société. Nous avons souvent des parents autoritaires. Généralement, nous avons des parents autoritaires. Du coup, ils prennent les décisions à notre place et puis nous n'acceptons pas toujours. J'étais en classe de terminale et j'avais je les appelle étudiants déjà en terminale parce que moi, quand je travaille avec un élève en classe de terminale, c'est déjà un étudiant. Je l'amène à rêver déjà ce qui se passe là-bas. Et voilà, la demoiselle ne pouvait pas suivre mes cours de méthodologie de la réussite scolaire. Simplement parce que il y a TD, après les cours réglementaires, l'établissement nous a donné 2 heures par semaine. Je viens au cours, jamais elle n'est là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a TD mercredi, il y a TD samedi, même dimanche, elle va au TD. Il y a encore TD. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est papa qui a pris TD mathématiques, TD comptabilité, TD... Je dis, la méthode à utiliser. Ta méthode n'est pas forcément ce que papa a fait. Il faut que tu te trouves un peu de temps pour t'en sortir. Parce que la meilleure chose, ce n'est pas avoir les connaissances, mais c'est savoir comment les appliquer. Lorsque vous avez la bonne méthode, lorsque vous avez une capacité d'adaptation et d'autodiscipline très facile en la matière, vous vous en sortez. Vous savez, malgré tout ceci, la demoiselle a échoué à son examen. Et l'année qui a suivi, elle est venue chez nous au cabinet, nous avons travaillé avec elle. Le parent n'a plus pris de répétiteur, il n'y a plus eu de TD, juste la reprise de ce qui a été fait en classe, juste les exercices d'application, juste le temps d'adaptation personnelle, les exercices, pas de répétiteur, et cette demoiselle a eu son examen avec mention. Je donne l'exemple là très simple pour montrer que il faut forcément demander l'avis de l'enfant avant de chercher à dépenser, comme l'a dit tout à l'heure l'autre, et aussi suivre. Parce que l'enfant qui sait qu'on m'accompagne renforce le capital confiance et travaille encore pour donner de récompense en fait à la personne qui l'accompagne et pour se récompenser lui-même. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous qui travaillez avec les enfants, que vous ne soyez pas du tout accepté par l'enfant avec lequel vous devez travailler. C'est-à-dire, il ne vous aime pas du tout. Je ne sais pas, il ne vous connaît pas en réalité, mais il n'aime pas être avec vous tout simplement. Donc, la répétition, c'est compliqué à ce niveau-là. Je voudrais dire que l'enfant apprend dans un environnement où il est épanoui. Il y a des enfants avec lesquels il faudra être assez relax, par moments faire de petites taquineries ou carrément laisser à un moment donné ce que vous apprenez et l'amener dans un monde où il se distrait. Il ne s'agit pas d'être tout le temps carré
travail. Déjà au prime abord, à la première séance, si vous venez, vous faites « je suis le répétiteur » et puis c'est avec un visage vraiment froncé, fermé. L'enfant qui est de nature à vouloir s'accrocher à des personnes qui sont gentilles avec lui, ne vous sera pas ouvert. Et c'est en là même que le résultat de l'enfant dépend aussi du fait qu'il puisse être à l'aise en présence de son répétiteur. C'est donc à l'enseignant de pouvoir trouver un équilibre à tout ça. Savoir quand est-ce qu'il faut sourire, savoir quand est-ce qu'il faut amuser, savoir quand est-ce qu'il faut mettre de la rigueur. Ce n'est pas de façon systématique parce qu'avec Léon, il faut lui être rigoureux. Surtout qu'avec peut-être Diane, il faudra aussi le faire. Chercher l'équilibre en toutes choses et ça aidera l'enfant à avoir de meilleurs résultats. Florissa? Oui, la question était de savoir, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de voir un enfant qui n'apprécie pas du tout son répétiteur? Avant d'en arriver là, déjà, c'est que les bonnes bases n'ont pas été posées. Je disais tout à l'heure que le choix du répétiteur se fait ou se base non seulement sur les compétences intellectuelles de ce dernier, mais aussi sur, comment je vais appeler ça, ces compétences extrascolaires, si je peux m'exprimer ainsi. Là, je dis cela pour parler d'abord du profil du répétiteur et du profil de l'apprenant. Si ce n'est pas deux choses qui s'entremêlent, c'est que ça ne va pas le faire. Et le profil d'un apprenant A est toujours ou presque systématiquement différent du profil d'un apprenant B, où il y a des spécificités en quittant un apprenant A pour un apprenant B. Le rôle du répétiteur, ce n'est pas que venir lire, énoncer ou... Ce n'est pas que lire, énoncer ou faire répéter à l'apprenant. Le rôle du répétiteur, c'est aussi pouvoir motiver cet apprenant-là, lui donner les clés et les outils nécessaires pour qu'il puisse se défendre tout seul. Le motiver à ce qu'il puisse prendre goût à la matière et à pouvoir travailler tout seul. Le répétiteur n'est pas là pour être tout le temps avec l'enfant de la 6e jusqu'en terminale. Lorsqu'un répétiteur fait très bien son travail, c'est qu'arrivé à un moment donné, on puisse lui dire, il puisse se dire lui-même, l'enfant est arrivé à une étape où il peut faire tout seul et peut-être de façon ponctuelle, on peut assister à de la rémédiation de temps à autre. Très bien, très bien. Alors, Jacques-Christian, vous voulez dire un mot sur le sujet avant? Oui, il est très important de dire ça parce que qu'un enfant vous accepte ou ne vous accepte pas dépend de vous. Et comme ça vient d'être dit, je dirais tout simplement que c'est l'accueil que vous avez réservé à votre apprenant qui fait de vous un bon répétiteur bien accueilli ou un bourreau à fuir. Donc, lorsque vous avez un enfant en face, vous devez donner à cet enfant le goût de vous accepter, l'envie de rester avec vous pour apprendre. Et je le dis ainsi pour ne pas répéter ce que ma co-débattrice, celle qui m'a précédé, juste a dit. J'ai souvent l'habitude de dire qu'un apprenant n'a pas besoin d'accepter ou de ne pas accepter un professeur ou un répétiteur. Mais c'est plutôt le répétiteur ou le professeur qui doit tout faire pour se faire accepter par l'apprenant. Parce que quand on parle du profil de l'apprenant, ça nécessite une observation de part et d'autre. Et quand on parle du profil du répétiteur ou du professeur, ça nécessite également l'attention pour l'utilisation des outils nécessaires et appréhender d'une manière ou d'une autre l'apprenant qu'on a devant soi et l'amener à accepter et à adhérer à ce qu'on veut lui donner comme connaissance. Très bien. Alors, nous faisons un tour à la région. Nous
poursuivons nos échanges sur la nécessité ou non de prendre des répétiteurs aux enfants. Et bien entendu, nous parlons à présent de cette relation-là qui doit y avoir entre parents et répétiteurs. Tout à l'heure, nous avons dit que le répétiteur ne remplace pas le parent, c'est vrai. Néanmoins, quelle relation pour pouvoir suivre le travail que le répétiteur fait dans la maison? Merci. Quand un parent engage un répétiteur, il ne délègue pas son rôle de parent au répétiteur. Le répétiteur aura forcément à donner des exercices. C'est aux parents de s'assurer que l'enfant a effectivement fait ces exercices-là pour faciliter la tâche au répétiteur. Mais non, le parent doit faire un travail de veille, c'est-à-dire s'assurer que la raison pour laquelle il a engagé ce répétiteur-là est vraiment qu'il progresse effectivement vers ses objectifs. Est-ce que ce répétiteur-là aide vraiment mon enfant? Est-ce que mon enfant arrive réellement à comprendre ce que ce répétiteur fait? Est-ce que son travail permet à mon enfant de progresser? Il faudra que le parent puisse faire ce travail-là et au-delà de cela, réellement veiller à ce que cet enfant puisse être indépendant. Comme Madame Floricia l'a souligné tout à l'heure, il faudra veiller à ce qu'à un moment donné, que cet enfant puisse travailler de lui-même et non que le répétiteur soit chaque fois là. Et il faudra une synergie non seulement entre parents et répétiteurs, mais avec l'école. C'est le travail commun de ces trois entités-là qui puisse réellement assurer à l'enfant de meilleurs résultats. Jacques Christian. Avant de prendre un répétiteur, nous savons déjà pourquoi nous avons appelé quelqu'un pour aider notre enfant. Donc l'objectif étant clair, le parent doit vraiment veiller à ce que l'objectif soit atteint. Si au départ, le répétiteur avait été commis par essai ou par erreur, c'est-à-dire j'ai trouvé quelqu'un dans la rue et je me suis dit, parce que je n'ai pas le temps pour suivre mon enfant, aller suivre mon enfant, c'est sûr que sans objectif, moi non plus, je ne saurais même pas ce qu'il faut contrôler. Voilà pourquoi, avant de prendre un répétiteur, le parent doit être sûr de ce qu'il veut corriger chez son enfant. Et aussitôt le travail du répétiteur est terminé, on doit laisser l'enfant acquérir la confiance nécessaire pour continuer seul. Entre le parent et le répétiteur, oui, il faut obligatoirement le contrôle. Il faut une collaboration saine. Un exemple très simple, lorsque le répétiteur de votre enfant ne vous dit pas le comportement que l'enfant a eu au cours d'une séance de répétition, spontanément, et vous non plus, vous ne posez pas la question, ça ne facilite pas le suivi. Parce que vous voulez corriger quelque chose chez l'enfant, vous avez commis quelqu'un, vous devez avoir le résultat et analyser si ça progresse ou ça ne progresse pas. Donc voilà, il doit avoir une relation de complémentarité pour le bien-être de l'enfant. Et comme l'a dit l'autre tout à l'heure, après la maison, il faut l'école. Moi, je l'appelle trilogie en fait. Il faut l'enseignant. Quand je prends l'enseignant, je mets le répétiteur juste dans l'ombre de l'enseignant, l'enfant, donc l'apprenant, et le parent. Les trois doivent rester ensemble pour le bien de l'enfant. De l'enfant. Ambroise. Oui. Parlons de suivi. D'abord, il faut dire que les parents doivent avoir une bonne collaboration entre le répétiteur et le titulaire de la classe, c'est-à-dire l'enseignant de l'école. Maintenant, avoir une relation permanente de contact, c'est-à-dire contrôler régulièrement le travail de l'enfant. Ah, est-ce que, monsieur, l'enfant, il répond un peu. Est-ce que, quand vous lui posez des questions, quand vous lui expliquez les notions, est-ce qu'elle arrive à se les cerner? Donc je vois, mais il faut aussi que ce répétiteur-là, régulièrement appelle, il faut que ce répétiteur régulièrement
soit en contact, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le titulaire de la classe. Pour pouvoir mieux suivre. Floricia, quelque chose à ajouter? Oui, la question c'est de savoir quelle relation est-ce qu'il doit avoir entre le parent et le répétiteur. Oui. C'est une question primordiale parce que de cette relation-là dépendent significativement les résultats qu'on veut avoir. Comme le spécialiste en questions éducatives l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on prend un répétiteur, c'est pour atteindre un objectif donné. Et déjà, dès le départ, cet objectif-là doit être formulé de manière smart. Ouais. Il doit être spécifique, mesurable, atteignable et réalisable dans le temps. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir évaluer de temps à autre ce résultat-là. Quelle relation il doit avoir entre le répétiteur et le parent? C'est une relation de suivi, de veille et une communication permanente. Le suivi, c'est sur plusieurs points. Est-ce que l'enseignant il est à l'heure? Est-ce qu'il fait le nombre d'heures qu'il doit faire avant de partir? Ponctualité, régularité, opportunité des contenus dispensés. Opportunité des contenus dispensés. Opportunité des contenus dispensés, pourquoi? Parce que est-ce que le contenu que l'enseignant vient de dispenser est adapté aux besoins de l'enfant? Est-ce que ce contenu-là permet d'atteindre le résultat qu'on souhaiterait avoir à la fin? Et c'est là que lorsque le parent est peut-être trop occupé ou n'a pas, parce qu'au-delà de la disponibilité, il y a aussi la compétence du parent pour pouvoir faire ce suivi-là. C'est là que pourrait peut-être intervenir une structure qui collabore ces répétiteurs-là. Dans notre cas, par exemple, on fait rédiger aux répétiteurs des rapports après chaque séance. Ces rapports-là sont structurés en 4 parties. La première partie, ce qui était prévu être fait ce jour-là. Ce qui finalement a été fait, parce qu'on prévoit certaines choses, mais parfois la réalité du terrain nous commande d'en faire d'autres. Les difficultés rencontrées ce jour-là et les solutions que le répétiteur lui-même propose. Difficultés rencontrées pour qu'à la fin de chaque séance, si l'enseignant n'a pas pu voir le parent pour lui faire le point, au moins que la structure peut-être se charge d'être en communication permanente avec le parent pour lui dire il y a tel problème qui est en train d'être remarqué, nous suggérons ceci, nous suggérons cela, et faire des évaluations au fur et à mesure en fonction des difficultés qui sont en train d'être rencontrées. Est-ce que ces difficultés-là arrivent à être résolues? Est-ce que les suggestions faites aux parents sont en train d'être suivies? Donc, pour résumer mon propos, relation parents et répétiteurs, c'est suivi et communication. Très bien. Alors, c'est vrai que quand on reprend aussi la classe, on se dit, j'en ai pas vraiment besoin, c'est reprendre encore toutes les leçons avec mes cahiers, mes anciens cahiers, on peut s'en sortir parce que ce sont presque les mêmes cours, peut-être même les mêmes professeurs encore qui reviennent, et donc on ne trouve pas trop d'importance à ça, à cela. Est-ce que c'est déjà arrivé, Ambroise? Bon, pour moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Sinon, tout à l'heure, au départ, si vous vous souvenez, je vous ai donné un exemple. La fille que j'avais prise l'année passée, pratiquement à la dernière minute. Et cette fille-là, malgré qu'elle a repris, le parent m'a reconduit. Mais la fille, c'est vrai, elle s'amuse, mais elle ne s'est jamais dit qu'elle vient de reprendre la classe. Le travail, seulement qu'elle aime trop s'amuser. Le fait est, tout dépend des raisons pour lesquelles cet enfant a repris la classe. Est-ce qu'il s'agit du fait qu'elle n'arrive pas forcément à comprendre les notions? Est-ce que c'est autre problème? Tout dépend. Si c'est un problème d'accompagnement scolaire, le répétiteur peut facilement intervenir. Mais si son échec est dû à d'autres raisons, il faudra beaucoup plus s'accentuer, à mon avis, à résoudre ces situations-là qui a conduit à l'échec de l'enfant au lieu de lui imposer la présence d'un répétiteur. Très bien. Floricia? Oui, pour répondre à cette question-là, ça me ramène encore à la question avant, qui était celle de la relation entre le parent et l'apprenant, où j'ai souligné tout à l'heure l'importance de l'évaluation, l'importance du monitoring. Ce qui fait que lorsqu'à la fin, l'enfant n'a pas réussi, on arrive déjà à cibler, à reconnaître la cause de cet échec-là. Et c'est en ayant diagnostiqué vraiment la cause de cet échec-là qu'on pourra prendre la décision ou non de reconduire un répétiteur ou de reconduire le même répétiteur ou plutôt un autre répétiteur. Très bien. Alors, nous allons recevoir sur le plateau Nafissa Tassani pour l'autre partie de votre émission. Ambroise Kouakanou, je vous libère. Mais en attendant, avant un mot pour les téléspectateurs, un mot de fin.
Bon, je vous remercie pour la considération. Si je suis venu ici, Merci. c'est une considération quand Merci même. pour votre présence, Et oui. Merci beaucoup. Allez, passez donc une bonne journée. Je rappelle que vous êtes enseignant Ambroise Kouakanou et je vous raccompagne avec notre mot du jour d'ailleurs, qui est encadrement, étant donné que nous parlons de répétiteur de maison. Il nous est développé par Florent Meroba. De vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'encadrement. Encadrement, c'est un nom commun. Au premier sens, c'est l'action d'encadrer. Au second sens, encadrement, c'est ce qui sert à encadrer. Exemple, une pièce au mur à encadrement rose. Au sens 3, c'est l'action de surveiller, d'animer un groupe dont on a la responsabilité. Par exemple, pour un enseignant qui a en charge les enfants qui souffrent des difficultés pédagogiques, et on lui fait appel pour qu'il puisse aider l'enfant à remédier à ces difficultés-là. Dans ce cas, il fait ce que nous appelons ici une surveillance. Il anime l'esprit des jeunes. Un synonyme du mot encadrer, encadrement du moins, c'est encadrage. Nous allons proposer une citation avec le mot. Cette citation nous vient de Ernest Renan. Ernest Renan dit exactement ceci. Une œuvre n'a de valeur que dans son encadrement. Et l'encadrement de toute œuvre, c'est son époque. Je reprécise cette citation de Ernest Renan là. Il dit, une œuvre n'a de valeur que dans son encadrement. Et l'encadrement de toute œuvre, c'est son époque. Voilà l'essentiel à retenir sur le mot. Voilà, Nafisat est installée. Bonjour, Nafisat. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Vous avez eu besoin de répétiteurs aussi? Pas du tout. Ah. Mais mes aînés, oui. Eux, ils ont eu besoin de... Ou bien les aînés ont joué le rôle de répétiteur un peu? Pas en tant que tel. Je n'ai pas eu besoin de répétiteurs, mais bon, ils sont pas indispensables, mais ils sont quand même importants parfois pour un petit coup de pouce pour aider l'enfant. Très bien. Nous avons reçu quelques messages ce matin. Oui, nous avons reçu quelques messages. Nous allons commencer par celui de Clette Amsou. Je pense qu'on peut s'en passer des répétiteurs de maison. Ils ne font que répéter ce que l'enfant a appris à l'école. Ce dernier peut lui-même faire des exercices qui peuvent être soumis à ses parents s'ils ont été à l'école, à ses frères ou sœurs à la maison et à d'autres personnes qui sont mieux placées à l'aider. Des fois, le répétiteur prend tout le temps de l'apprenant, quitte à ce qu'il n'a plus la possibilité de se concentrer personnellement. Du coup, il n'a pas la moyenne malgré tout ce qu'on lui fait. Jacques Christian. Vous savez, tout à l'heure, on était en train de parler de la répétition, de la trilogie, parents, enseignants, élèves, et j'ai mis le répétiteur dans l'ombre de l'enseignant. J'ai mis le répétiteur dans l'ombre de l'enseignant parce que, généralement, lorsque un enfant échoue, ce n'est pas forcément le répétiteur qui l'aide à se relever. Non, c'est déjà un mal. Et ceci, il faut un technicien de l'accompagnement pour savoir pourquoi précisément l'enfant a échoué. Parce que l'échec amène l'apprenant à rentrer dans un labyrinthe de l'illusion de savoir. Et on pense qu'on sait, alors qu'en réalité, on ne sait pas encore. Donc, il faut un spécialiste pour aider l'apprenant à savoir précisément là où il faut redresser, là où il faut refaire encore pour que l'attention soit mise, pour que cet apprenant puisse relever encore ses notes, se reconstruire et avoir un bon résultat. Et ceci ne peut être fait que par quelqu'un qui sait le faire. Je ne voudrais pas dire que les répétiteurs en général sont des gens qui vont souvent au pif par rapport à l'échec des enfants. Parce que quand l'enfant échoue, le répétiteur vient, observe et répète encore la même chose sans chercher à voir précisément ce qui a fait échouer l'enfant.
C'est ça que j'ai voulu souligner par rapport à ce qu'on était en train de dire avant que Nafissat ne vienne. Très bien. Un autre message, ou bien vous voulez réagir Oui, par rapport au message de Madame Amoussou, je voudrais dire rapidement, tout à l'heure j'étais en train de dire le rôle du répétiteur, ce n'est pas que venir lire, énoncer, expliquer ou répéter. Et c'est là qu'intervient la compétence du répétiteur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne choisit pas un répétiteur juste pour choisir. Il faut avoir les bonnes armes pour pouvoir choisir, les bonnes armes, pardon, pour pouvoir choisir le bon répétiteur. Et tout cela est encadré. Lorsque c'est le bon répétiteur, ça sera encadré de sorte à ce que l'enfant ait toujours du temps pour s'exercer tout seul. Ça sera toujours encadré de sorte à ce que l'enfant, plus au-delà de ce qui se fait à l'école, développer des astuces, développer des voies et moyens pour pouvoir devenir pleinement et totalement autonome. Très bien. Oui, vous voulez dire un mot? Oui, je vais dire simplement qu'au-delà d'être un accompagnateur, le répétiteur est aussi comme un deuxième parent pour l'enfant. Merci. On continue. Pas indispensable. Les répétiteurs doivent être engagés selon les besoins de l'enfant. Si l'enfant n'en a pas besoin, il ne faut pas prendre un répétiteur. Mais l'idéal est que les parents même aident leurs enfants à travailler à la maison. Parce que personne ne s'occupera de vos enfants mieux que vous-même. Pas faux, hein? Tout à fait. L'intervenant là a raison. Personne ne s'occupera de vos enfants mieux que vous-même. Et ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit sur ce plateau jusque-là. Le répétiteur ne remplace pas le parent d'élève. Le répétiteur vient pour accompagner. Le répétiteur vient pour apporter une aide. L'intervenant a dit quelque chose qui est très pertinent, c'est que dans la mesure du possible, que le parent puisse aider son enfant. Mais je dis dans la mesure du possible parce que avec tout ce qu'on a cité tout à l'heure, les parents n'ont pas forcément les outils nécessaires pour accompagner les enfants eux-mêmes. Du coup, le répétiteur n'est pas indispensable. Le répétiteur, on ne le prend pas de façon systématique, mais le répétiteur vient pour répondre à un besoin qui est déjà né. Nafissat? Bonjour, c'est Abdoulaziz. Généralement, les répétiteurs de maison ne font rien de bon avec les enfants. Le choix d'un répétiteur doit être l'avis de l'enfant. Secondo, les enfants aiment travailler eux-mêmes. Lui, il est quand même assez un peu clash. Je pense que ça dépend certainement des expériences qu'ils ont eues de par le passé. Et ça, c'est qu'ils ont fait la confiance aux mauvaises personnes. C'est pourquoi il faudrait peut-être faire confiance à des professionnels qui, bien au-delà d'envoyer seulement des répétiteurs dans les maisons, les encadrent, les suivent et les forment aussi à ce qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous les étudiants, un étudiant peut être très bon ou un professionnel peut être très bon dans son domaine, mais ne pas avoir la pédagogie ou l'art pour bien enseigner. Je suis absolument d'accord, oui. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Et il faut comprendre qu'un répétiteur n'est pas celui qui connaît seulement la matière, mais c'est celui qui a également les outils pédagogiques nécessaires pour transmettre le savoir. Et surtout qu'avec les enfants, ça ne se fait pas de la même manière qu'avec les adolescents. Oui, il faut vraiment savoir comment aborder, comment transmettre le savoir pour être un bon répétiteur. Et quand on dit répétiteur, je dis et j'insiste, les parents doivent faire confiance non pas aux répétiteurs qu'ils ont vus, mais au cabinet spécialisé qui a envoyé le répétiteur. Parce que depuis un moment, dans notre pays, il y a eu des initiatives pour avoir des cabinets qui envoient des répétiteurs. Oui. Et les parents jusque-là n'ont pas toujours confiance en ces cabinets parce qu'ils ne le savent pas. Parce qu'ils ne le savent pas. Comme je le disais tout à l'heure dans les coulisses avec la dame, moi je l'ai fait depuis 2013. Ça s'est étiolé parce que les parents n'ont pas confiance. Les parents ne savent pas que dans notre pays, avec l'évolution des choses, il faut faire autrement. Il ne faut plus chercher un étudiant qu'on a dans le quartier. Il ne faut plus chercher un professeur qui est déjà occupé jusqu'à 21 heures par exemple, pour dire qu'il est le répétiteur de son enfant. Mais il faut aller d'abord vers un cabinet spécialisé, que le cabinet travaille d'abord, écoute l'enfant, sache le besoin précis de l'enfant, leur donne un rapport. Et à base de ce rapport, on envoie un répétiteur, un accompagnateur
Parce que ce n'est pas seulement quelqu'un qui connaît, qui va faire répéter, mais c'est quelqu'un qui va accompagner vers un bon résultat. Et ceci avec des objectifs clairs. Nous avons commencé par le faire, nous le faisons. Et je suis heureux de rencontrer la dame là sur le plateau. Et j'espère que les parents vont comprendre que désormais, il faut rentrer dans cette spécialisation pour aider les enfants, parce que le nouveau programme n'est pas forcément accessible aux parents aujourd'hui. Un autre. Le dernier message nous vient de Hanif. Bonjour le plateau. Tout le monde se porte bien, j'espère. À mon avis, les répétiteurs de maison sont indispensables pour certains enfants et non pour tous les enfants. Je m'explique. Un enfant dont les parents sont souvent pris par le boulot et n'arrivent pas à suivre très bien l'enfant pour constater son évolution dans les études a besoin d'un répétiteur, et aussi un parent qui voit que son enfant fournit des efforts mais peine à décoller dans certaines matières. Si ce parent a les moyens, il peut lui prendre un répétiteur. Par contre, certains enfants n'ont pas besoin des répétiteurs car ils sont conscients de ce qu'ils veulent et arrivent à se battre pour faire sortir la tête de l'eau. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Je suis très heureuse, si je peux me permettre, d'écouter les propos de Madame Annick. Elle a très bien cerné. C'est un homme. Ah, de Monsieur Hanif, d'accord. Il a très bien cerné le problème. La prise de répétiteur pour un enfant n'est pas systématique. Le répétiteur n'est pas indispensable pour tous les apprenants. Il y a certains qui vont très bien s'en sortir sans, jusqu'à un certain niveau peut-être, ou jusqu'à la fin. Et d'autres qui ont besoin d'un accompagnement depuis déjà un certain âge. Et c'est tout à fait ce qu'il a compris. Le répétiteur n'est pas indispensable, mais il est nécessaire dans certains cas. Oui. Je voudrais juste ajouter que le répétiteur parfois devient un parent d'appoint. Parce que quand le parent n'est pas présent, quand le parent n'est pas là, alors il peut récupérer l'enfant et jouer le rôle de parent. Et là, il faut vraiment une confiance entre le parent et le répétiteur. Voilà pourquoi je dis de nos jours, laissons les répétiteurs en individualité et approchons-nous des cabinets organisés pour avoir un groupe de personnes. Tout à fait. Et pour dire, lorsque le collègue a dit tout à l'heure que le répétiteur, c'est aussi un parent d'appoint. On a de ces cas-là où les parents sont amenés à voyager pour le travail. Le répétiteur n'est censé être là que peut-être 2 fois par semaine. Le répétiteur vient 4 heures donc. Sur le certain nombre d'heures que nous avons par semaine, le répétiteur n'est là peut-être que 4 heures ou 6 heures. Lorsque ce parent est en train de voyager, peut-être il peut solliciter le cabinet pour faire une veille permanente tout le long de son voyage. Il y a peut-être la gouvernante à la maison, il y a peut-être la tata qui est à la maison, mais le répétiteur sait que pendant cette période-là, il doit pouvoir dégager de son temps pour passer ne serait-ce que 30 minutes tous les jours pour faire la veille avec l'apprenant. Et lorsqu'on fait confiance à un cabinet, c'est que lorsque le répétiteur n'est pas disponible, le cabinet est capable d'envoyer quelqu'un d'autre pour suppléer le répétiteur en cas d'indisponibilité de ce dernier-là. Et justement, cette indisponibilité des parents aujourd'hui fait que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on fait appel, qu'on a besoin de répétiteurs dans la maison. Oui. En fait, je mets toujours l'accent sur l'équilibre. Le répétiteur sait qu'il peut jouer le rôle d'un parent d'appoint de façon ponctuelle, mais le parent aussi doit chercher l'équilibre entre ses affaires, l'éducation de l'enfant et tout ce qui va avec. Et dans le cadre d'une indisponibilité, c'est d'ailleurs l'une des raisons premières pour lesquelles nous faisons appel à des répétiteurs pour pouvoir combler ce vide. Mais il faut être présent. Il faut toujours trouver le moyen d'être présent, quand bien même le répétiteur est là. Très bien. Alors, nous passons à présent à la pensée de ce matin qui nous vient de Soyibou. C'est bien ça, Soyibou Moulamba Diakité. Oui. Un bon enseignant est celui qui rend ses élèves capables de résoudre des problèmes difficiles. Un bon enseignant est celui qui rend ses élèves capables de résoudre des problèmes difficiles. Soyibou Moulamba Diakité. Très bien. Diakité, oui. Jacques-Christian, alors reçu cette pensée. Non, ben, je trouve que cette pensée résume en fait ce que l'enseignant fait. Le problème est difficile, pas pour l'enseignant, mais pour l'apprenant. Oui. Donc, l'enseignant doit amener l'apprenant
à résoudre le problème que ce dernier a trouvé difficile. Autrement dit, l'enseignant est celui qui conduit l'apprenant vers la découverte des horizons nouvelles. Très bien. Floricia? La citation de Souaïbou Moulamba Diakité est tout à fait à propos et je la rejoins presque totalement. Je vais expliquer pourquoi le presque. C'est vrai, le rôle de l'enseignant, c'est d'accompagner l'enfant à pouvoir résoudre tous les problèmes difficiles. C'est d'accompagner l'enfant à pouvoir être pleinement et totalement autonome. Mais lorsqu'on est dans les contextes que j'ai rappelés il y a quelques minutes, l'effectif pléthorique dans les lycées et collèges, le rythme des évaluations qu'il faut suivre, le nombre de copies incalculables qu'il faut corriger, le nombre de modules qu'il faut dérouler avant une certaine période, il faut reconnaître que l'enseignant n'est pas un super-homme. Et il ne pourra pas le faire de la même façon avec tous les élèves. Tous les enfants, surtout, n'ont pas le même rythme d'assimilation. Et si on doit suivre le rythme d'assimilation du plus lent peut-être de la salle, l'enseignant ne pourrait pas forcément atteindre tous ces objectifs-là. Donc, je suis complètement d'accord avec la citation de Diakité qui dit que l'enseignant doit pouvoir amener l'enfant à être totalement autonome pour résoudre les situations difficiles. Mais lorsqu'on prend en compte tous les facteurs que j'ai cités tout à l'heure, l'enseignant, c'est l'idéal vers lequel il veut tendre. Mais dans la réalité des choses, il peut ne pas forcément atteindre cet objectif-là avec tous les apprenants. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette citation de Diakité, parce que pour moi, l'enseignant n'est pas là pour dire à l'enfant ce qu'il doit faire, mais il est là pour accompagner l'enfant à pouvoir découvrir ce qu'il doit normalement faire. L'enseignant ou le répétiteur doit s'inscrire dans une logique où il ne dit pas, c'est pas lui dire à l'enfant fais IS, fais A, écris A, ça va donner tel résultat. C'est pas son rôle à lui, c'est simplement de montrer à l'enfant, d'aider l'enfant à comprendre que en faisant 3 plus 2, c'est égal effectivement à 5. Merci Océane. Alors, page humour. L'humour, oui. Nous allons commencer par le premier. Une mère entre dans la chambre de son fiston. Jacques, réveille-toi. Non, maman. Il faut que tu te réveilles pour aller au lycée. Je ne veux pas y aller. Allons, ne fais pas l'enfant. Réveille-toi. Non, ils sont tous méchants là-bas. Je ne veux pas y aller. Alors, réveille-toi. C'est quand même toi le proviseur. Est-ce que vous l'avez compris? Non, oui. C'est le proviseur en réalité qui est effrayé des enfants, oui, finalement qu'ils gardent à l'école et autres. Je me demande si ça arrive réellement de ne pas vouloir aller à l'école. Du tout à l'école. Être enseignant, c'est pas une tâche du tout facile. Il faut vraiment avoir un cœur et vraiment une passion pour être enseignant. Et quand à un moment donné, ça ne se fait pas par amour, ça devient par contrainte, le résultat est vraiment désastreux. Il peut arriver qu'on se dise, je n'ai jamais été à la place d'un enseignant dans une classe d'école, mais ça doit être vraiment stressant. Dès que chaque avec un seul enfant, c'est pas forcément facile. Hein, surtout quand on prend le comportement de certains enfants. Tout à fait. Oui. Ça me rappelle un adage qui dit, lorsqu'on choisit un travail par lequel on est passionné, on n'aura à travailler aucun jour de sa vie. Je rejoins un peu cette citation-là ou cet adage-là, mais je voudrais attirer notre attention sur le fait qu'on n'est pas des super-hommes, on n'est pas des super-femmes. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Donc forcément, l'enseignant, malgré toute sa passion, malgré toute sa dévotion pour sa profession, il peut y avoir des jours où il n'a pas forcément une grande envie d'aller au travail. Et ces jours arrivent, il faut savoir faire avec, il faut savoir les gérer. Oui, je voudrais juste renforcer ce qu'elle a dit en donnant mon exemple parce que j'étais allé au cours quelque part et la première fois que je suis allé dans la classe, il y avait un étudiant, un jeune élève en classe de terminale, un peu géant, qui a de cheveux sur la tête, qui a osé me regarder en face pour poser une question un peu choquante. Et j'ai essayé de répondre à sa question. Mais la prochaine fois que je dois revenir dans cette classe, je me suis posé la question. Et s'il revenait, ça va donner quoi? Mais bon, vous savez, quelle que soit
votre capacité d'adaptation en tant qu'enseignant, il y a ces choses-là qui parfois vous arrivent et vous sortez de vous-même et vous utilisez les outils que vous avez pour pouvoir vous en sortir. Et là, lorsque je suis rentré dans la classe, c'est moi qui l'ai interpellé. Lève-toi, comment ça va? Ça s'est bien passé? Et la semaine passée. Et là, on est rentré dans le ça, et puis bon, finalement, c'est lui qui m'a soutenu et puis j'ai fini mon cours. On fait un pacte de non-agression. Voilà. Exactement. Oui. Un petit gamin rentre de l'école et dit à son père, « Papa, aujourd'hui, on a appris à faire de petites bombes en chimie. J'en ai fait une avec un ami et juste avant de partir, nous l'avons mis sous le bureau du directeur. Mais te rends-tu compte? Que diras-tu demain quand tu vas aller à l'école? Mais quelle école? Il n'y aura plus rien, effectivement. Ça me rappelle une petite chanson, c'était un dessin animé, j'ai oublié un peu la chanson, qui disait que je suis très contente parce que l'école a brûlé, il n'y aura plus de cours. C'est vrai. Allez. Un prof dit à ses élèves, « Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les imbéciles sont constamment affirmatifs. » Vous en êtes certain? Demande un élève. Parce que les profs... Absolument certain. Non, mais s'il est absolument certain, c'est qu'il vient de remplir, de cocher la case imbécile. Et je voudrais souligner que nous, en tant qu'enseignants, nous devons nous mettre dans une position de nous pouvons apprendre aussi des enfants. Nous n'avons pas le monopole du savoir. Nous devons avoir l'esprit ouvert et savoir que cet enfant-là, je peux apprendre quelque chose de lui. Je ne suis pas le seul détenteur de savoir et c'est à moi de donner à chaque fois. Et ça favorise en fait aussi un climat de confiance entre l'enfant et le répétiteur où l'enfant se sent écouté. Écoutez, nous avons tous le besoin parfois de nous sentir écoutés, de savoir que notre voix compte. Et tout ça contribue à une meilleure réalisation. Et pour surenchérir ce que Océane dit, il ne faudrait pas considérer l'enfant comme un vase vide dans lequel on est venu mettre des choses, mais considérer l'enfant comme un livre, considérer plutôt les cours de répétition ou les cours qu'on donne à un enfant comme un livre qu'on est en train d'écrire ensemble. Avec lui. Voilà. Je voudrais en rajouter juste pour dire qu'il ne faut jamais perdre de vue l'objectif. C'est donner à l'enfant la capacité de l'autodiscipline et de la confiance en soi pour l'intégration et l'acquisition des valeurs dans la société. Tout à fait. Le dernier, une petite fille arrive à l'école avec un gros bandage et la maîtresse demande « Mais que t'est-il arrivé? Une abeille m'a piqué. Mais c'est un bandage énorme pour une piqûre. Non, papa l'a tué avec une pelle. » Ça me rappelle la blague qui dit que c'est lorsqu'un moustique te pique au niveau des testicules que tu sais que tous les problèmes ne se résolvent pas avec la violence. Absolument. Tu es donc le moustique, c'est ça, hein? L'abeille avec une pelle sur la tête de la fouine. C'est assez compliqué. Alors, nous sommes en train d'aller vers 9h. Oui. Là, je voudrais que nous tirions la leçon parce que c'est nous montrer simplement qu'on n'a pas besoin d'une rage pour tuer une mouche. Tout à fait. Lorsque le problème est très simple devant vous, n'allez pas loin pour aider l'apprenant à s'en sortir. Ne compliquez pas la vie de l'apprenant. Montrez à l'apprenant que c'est très facile d'avoir des connaissances, de s'instruire et d'avoir des valeurs dans la société. Très bien. Nafisat? Le dernier, un enfant revient de l'école, son père lui demande « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?» Il dit « Papa, on a écrit. » Son père a dit « Non, on ne dit pas écrit, on dit écrit. » Et on lui dit « Vous avez fait quoi en plus ?» On a lu. On a lu. Au lieu de dire on a lu, parce qu'on a dit qu'on ne dit pas on a écrit. Je pense que, étant donné qu'on ne lui a pas expliqué pourquoi est-ce qu'on dit écrit, exactement, écrit. C'est ça.
ça ramène encore la problématique de ne pas seulement dire les choses. Voilà. mais Il faut dire en étant expliquer. sûr de s'être fait compris pour que l'enfant puisse reprendre tout seul après dans d'autres Ouais, situations. ce sont des règles qu'il faut suivre dans des Exactement. conditions données. Absolument. Une histoire, Nafisat? Oui, nous avons quelques professeurs à travers le monde qui ont fait des expériences et qui ont fait évoluer les études, les idées. Parmi eux, il y a Maria Montessori, voilà, qui a mis sur pied une méthode d'enseignement originale qui est devenue célèbre. Oui. Encourager l'autonomie, la confiance en soi et l'expérimentation tout en respectant le rythme d'apprentissage de l'enfant. Tout à fait. Il y a Elisa Guerra qui a transformé le système d'éducation mexicain. La première école qu'elle a fondée en 2004 comptait moins de 20 jeunes élèves. Aujourd'hui, il en existe 3 où sont scolarisés 700 enfants. Il y a Maggie qui travaille à Saluti, un village reculé de l'Arctique canadien, en proie aux inégalités, aux abus et à un retour de suicide. Les journées de Maggie ne se terminent jamais. Non seulement elle enseigne les matières académiques, mais elle propose aussi des cours de bricolage et anime des ateliers sur l'estime de soi. Sa dévotion est telle qu'on lui a remis le prix Global Teacher en 2017. Il y a aussi John Keating, le personnage incarné par Robin Williams dans la Société des poètes disparus. Il est inspiré de 2 professeurs du scénariste Todd Schulman. Il n'était pas rare que l'un d'eux, Samuel Pickering, donne ses cours debout sur la table, les pieds sur la poubelle, ou exhorte ses élèves à déclamer un poème en battant des bras sur une chaise. Je me disais que si j'avais du plaisir, mes élèves en auraient cette méthode pour apprendre aux élèves. Pour Peter Chabichi a été élu meilleur enseignant du monde en 2019. Chaque mois, on verse 80% de son salaire aux plus défavorisés. Malgré des ressources limitées et un cadre de vie rural difficile, sous son égide et un cadre de vie rural difficile, ses élèves ont remporté plusieurs prix sous son égide et même voyagé à l'international. Donc c'est ce qui prouve que les enseignants aussi font de gros efforts pour permettre aux enfants, même si ce ne sont pas leurs enfants, de réussir. En fait, l'essentiel, c'est de trouver le moyen adéquat pour attirer leur attention, pour pouvoir faire passer le message que l'on voudrait Déjà faire qu'on a passer. du plaisir à suivre un professeur qu'un autre, C'est donc ça. il faudra aussi qu'ils la appuient, méthodologie. revoient la méthodologie, voir comment faire pour attirer l'attention de l'enfant. Très bien. Alors, dans 4 minutes, il faut rendre l'antenne. Néanmoins, je voudrais qu'on dise un mot sur les horaires de ces cours de répétition. D'habitude, on finit, ça intervient mercredi soir et samedi, le week-end en tout cas. Et bien souvent, on va jusqu'à 21h, 22h, on commence à 20h et autres. Quels sont les horaires adéquats en réalité, malgré, et bien aussi, au fur et à mesure que l'apprenant évolue, son calendrier change et donc il rentre de plus en plus tard. Néanmoins, il a besoin de quelqu'un pour pouvoir l'appuyer à la maison. Jacques Christian. Généralement, j'ai l'habitude de dire que dans les 24 heures, il n'y a pas de place pour un répétiteur. Quand nous sommes en période où les cours battent le temps réglementaire de 9 heures. Parce que quand l'enfant retire ce qui lui facilitera l'acquisition du savoir, donc le sommeil, parce que c'est par là que nous avons l'habitude de commencer souvent, il faut que l'apprenant dorme suffisamment. On leur demande au moins 7 heures, parce que généralement les 8 heures ne sont pas totalement atteintes. Donc, il faut que l'apprenant à partir de 22 heures déjà, soit au lit. Donc, si vous quittez là, vous allez jusqu'à 20 heures, l'apprenant est au cours. Si c'est un enfant de moins de 10 ans ou de 9 ans, on l'a laissé peut-être à 17h30, 18h. Pour répéter, donc il faut simplement prendre son cahier et relire ce qui a été fait dans la journée.
Donc, ceci, naturellement, peut être fait par l'enfant lui seul ou accompagné d'un aîné à côté. Voilà pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas de place à un répétiteur du lundi jusqu'au vendredi. Maintenant, si le répétiteur doit intervenir, c'est le mercredi soir ou le samedi. Certaines personnes l'amènent au dimanche alors que faire les tâches domestiques doivent rentrer dans... Ça fait partie aussi de l'éducation. Voilà. Donc, votre mot de fin, parce que là, oui. Alors, je dirais tout simplement qu'il faut accompagner l'enfant à acquérir la confiance en soi, l'autonomie dans l'apprentissage et surtout l'autodiscipline. Si le répétiteur n'arrive pas à le faire, si l'enseignant n'arrive pas à le faire, si le parent n'arrive pas à le faire, il faut que l'enfant aille chercher quelqu'un capable de lui donner ça. Merci. Océane? Moi, je dirais qu'il ne faut pas acculer l'enfant. Il faut lui permettre de récupérer de ses cours de la journée. Moi, j'ai eu à faire des cours jusqu'à 23h30, revenu de l'école fatigué. Ce n'est pas... Il faut laisser l'enfant être épanoui. Et c'est là où c'est important de mettre les cours souvent au mercredi ou au samedi. Merci, Océane. Nafisat, mot de fin. Même je trouve que les mercredis, c'est abusé. C'est fait pour se reposer. Des demi-journées. Déjà que l'école aussi organise déjà des thés dès les mercredis parfois et même les samedis matins. Il faut laisser l'enfant, si vous voyez que son niveau n'est pas mal, il faut le laisser faire ce qu'il a envie de faire et ça va donner un bon résultat. Merci Nafisat. Je ne veux pas revenir sur la question des oreilles, mes prédécesseurs l'ont déjà très bien dit. Comme mot de fin, je voudrais juste dire aux parents le rôle du répétiteur. Le répétiteur n'est pas indispensable, mais il peut être nécessaire selon le cas. Mais en tout état de cause, la communication et le système de veille permanent restent indispensables. Le répétiteur ne remplace pas les parents. Merci Floricia Kouton Godonou, vous êtes entrepreneur. Nafissatou Hassani, merci. Océane Goyon, merci beaucoup. Vous êtes coach et designer. Jacques-Christian Ouensou, merci infiniment. Vous êtes consultant en orientation scolaire. Quant à moi, je vous dis merci également de nous avoir suivis et nous espérons vous avoir donné tous les éléments nécessaires afin que vous puissiez faire votre choix si votre enfant en a besoin ou pas. Passez une excellente journée et à demain.